Venu pour voir cette présentation sur prôner le clean code en entreprise. Donc moi, c'est Nicolas Saulnier. Je suis développeur depuis un peu plus de 10 ans, un tout petit peu moins de 10 ans du coup actuellement, dans le back-end, précisément le C Sharp. Donc on verra du C Sharp ici, je suis désolé pour les amoureux du Java, mais on va parler de clean code, donc l'important c'est l'architecture et la méthodologie plus que le langage en lui-même. Et voilà, ce talk qui vient du fait que, après 10 ans dans le professionnel, je m'aperçois que coder avant tout seul dans son coin et coder avec les pros, ça implique du coup du travail d'équipe et du coup on espère trouver un code plutôt facile à lire, plutôt propre, et c'est pas tout le temps le cas. Et le fait de l'exposer en entreprise, on se retrouve avec souvent des petits blocages, blocages que j'ai réussi concrètement à faire avancer en prenant justement le clean code. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un retour sur ces expériences-là et d'en parler en talk. Donc on verra ça sous plusieurs chapitres. Déjà les avantages inhérents au clean code. On verra les bonnes pratiques ensuite avec les concepts solides parce qu'ils sont importants à rappeler. Ensuite, justement, tous ces freins que je parlais, que j'ai pu trouver lorsque j'ai voulu mettre ça en place dans une entreprise, qu'est-ce qu'ils ont été et qu'est-ce que je pouvais y répondre. Un petit live coding après, déjà pour vous dire, voilà, je n'arrête pas de vous dire que c'est pas risqué, je vais vous le montrer. J'arrête pas de dire que c'est rapide, je vais vous le montrer. Et surtout, il s'agira pas d'appliquer les concepts solides by the book. Il s'agira de se dire, c'est pas parce que les concepts solides by the book sont compliqués à mettre en place qu'on ne peut pas rien faire du coup pour pouvoir faire en sorte d'avoir un code déjà plus lisible. Et ensuite une petite conclusion où je mettrai quelques ressources si vous voulez avoir plus d'infos sur le sujet et également vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Les avantages, donc faciliter la relecture, optimiser l'arrivée de nouvelles développeuses et de nouveaux développeurs, et plus de sérénité. On y va directement dans le tas avec déjà des snippets de code pour montrer que rien que sur un code court, un code vraiment court, je veux dire, on est même sur le côté unclean, ce que j'appelle le code unclean, on est sur une méthode qui fait même pas une dizaine de lignes. En faisant déjà du clean code sur une petite méthode comme ça, on arrive déjà à une relisibilité beaucoup plus claire. Qu'est-ce qu'on a fait au final? On a juste tranquillement découpé en méthode. Hop, tout ce qui va être la lecture d'un fichier, on l'a mis dans une méthode. Tout ce qui va être, le traitement des données dans ce fichier-là, on l'a mis dans une autre méthode et on a juste nommé proprement ces méthodes-là. Et rien que ça, concrètement, on se retrouve avec une méthode qui fait moins de 10 lignes, qui est facilement compréhensible, même par quelqu'un qui, du coup, ne coderait pas, vu que les noms sont limite parlent pour eux-mêmes. On se retrouve avec quelque chose qui, voilà, on sait ce qui se passe et quand on arrive sur un projet, on peut facilement comprendre ce qui va se passer ici, parce qu'au final, comment je traite ma donnée, si jamais, pour comprendre mon code, je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand je récupère le fichier, traiter ma donnée, je m'en fous de comment ça se passe. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais là-dedans pour voir ce qui s'y passe. Et à l'inverse, si jamais je veux juste voir ce qui se passe dans le traitement de la donnée, je vais voir cette classe-là, cette méthode-là, qui gérera justement le traitement de la donnée. Ça optimise aussi l'arrivée des nouveaux développeurs et des nouvelles développeuses parce qu'on est quand même dans un métier qui a quand même un bon turnover. Ça arrive souvent qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent dans une équipe et qu'est-ce qui se passe quand une personne arrive dans une équipe? Et du coup, il va y avoir une personne qui va être affectée pour faire du pair programming ou pour expliquer l'architecture ou pour expliquer un bout de code. Si jamais les noms de méthodes parlent d'eux-mêmes, si jamais les noms sont clairs et faciles à comprendre, non seulement la nouvelle personne qui vient d'arriver aura besoin de moins d'accompagnement, mais en plus de ça, vous, quand vous allez devoir réexpliquer le code, au lieu de tomber sur une méthode qui fait 200 lignes de long, en se disant ok, c'est là-dedans quelque chose d'important qui se passe, il faut que je retrouve un petit peu la ligne, ok, c'est par ici, prendre le temps de se remettre dans le bain, de recomprendre le code, là on a quelque chose de beaucoup plus découpé. De se dire ok, là j'ai aussi moi les noms qui sont plus clairs pour moi, que j'ai déjà vu plusieurs fois, donc je sais que c'est dans cette méthode-là, et que ici, le passage important du code, on peut le concentrer dans une méthode qui fera peut-être des trucs un peu plus complexes, des trucs un peu plus bas niveau, et plus facilement l'expliquer parce que la structure du code à expliquer, elle sera déjà présente d'elle-même. Oui, voilà, ce que j'expliquais juste après, la navigation qui est beaucoup plus facile à expliquer. Donc du coup, c'est plus facile pour la personne qui arrive et pour la personne qui va présenter. Ensuite, on va parler de santé mentale et de la sérénité, en fait. Il ne faut pas oublier que on passe plus de temps à à lire du code qu'à en écrire.
en tant que développeur, le fait de lire du code pour le recomprendre, pour savoir où est-ce qu'on va faire des modifications, pour savoir où est-ce qu'on va corriger un bug ou ajouter une nouvelle feature, c'est un temps non négligeable, même plus important que le temps qu'on va passer à juste taper du code. Et au final, si jamais on faisait ça constamment avec un livre, voilà, ce serait ridicule de se dire tiens, je vais lire un livre qui a une syntaxe qui n'a pas de sens, qui a des marges qui ne veulent rien dire, qui a des phrases écrites avec un sens compliqué à comprendre. C'est quelque chose qu'on ne voudrait pas faire. Pourquoi est-ce qu'on le fera en tant que développeur, voilà, tous les jours à lire ce même livre, compliqué à relire et compliqué à modifier surtout. Donc du coup, on va pouvoir le refactor justement. Pourquoi le refactor? Parce que on peut le mémoriser par manipulation, c'est-à-dire que le fait de refactor ce code-là, ça implique qu'on va devoir le lire et le comprendre. Ok, je vais découper cette méthode-là par exemple et me dire, je vais prendre cette partie-là, la mettre ici, et on va du coup très rapidement se dire, ok, je vois ce que ça fait. Et une fois qu'on l'aura manipulé, on pourra plus facilement le comprendre. Donc là, c'est plus pour le développeur à la développeuse qui va manipuler ce code-là pour le refactor ou le rendre clean. On va avoir une mémorisation pour la prochaine fois qu'on reviendra dessus, parce qu'on sait qu'on reviendra dessus. Pour la prochaine fois qu'on reviendra dessus, on se dira, ok, là, je me rappelle de ce que j'ai fait ici, donc je peux plus facilement retrouver mes petits dessus. Et du coup, ça réduit la pénibilité de la lecture du code, ça réduit le temps qu'on va le faire en plus, le temps qu'on va prendre à lire ce code. Donc du coup, on vient pas le matin au travail en se disant ok, ça va être pénible, j'ai encore à aller sur ce morceau de code, sur ce garbage. Là, on va avoir un code qui sera beaucoup plus évident à lire, avec beaucoup plus de plaisir pour retourner dedans. Et bien sûr, ce qui peut intéresser l'entreprise là-dedans, c'est que du coup, ça va impacter la productivité. Donc du coup, c'est vraiment du gagnant-gagnant de faire du clean code, quoi. C'est pas du temps de perdu. Voyons voir maintenant les bonnes pratiques en elles-mêmes, c'est-à-dire les bonnes pratiques, genre qu'est-ce que ça, qu'est-ce que veulent dire les concepts solides en eux-mêmes. Donc solide, c'est un acrostiche où le S implique la single responsibility, qui veut dire que une classe doit avoir une unique responsabilité. Je reviens en détail sur chacun après, vous inquiétez pas. L'open clause principle qui dit qu'une classe doit être ouverte à extension mais fermée à la modification. La Liskov substitution qui est un principe qui indique qu'une classe qui hérite d'une autre classe ne doit pas avoir un comportement strictement différent de la classe mère. L'integration segregation qui implique que chaque interface chaque classe qui hérite d'une interface une interface doit avoir les prototypes strictement de ce que ces classes filles vont avoir besoin. Donc, alors je reviendrai après encore une fois. Et la dependency inversion qui est le principe de l'injection de contrôle, de l'inversion de contrôle et de l'injection de dépendance qui facilitera les TE en l'occurrence et la relecture. Le single responsibility, quand on va faire une classe, on va vouloir qu'elle ait une responsabilité unique. Par exemple, là, un exemple par le mauvais exemple, si on fait une classe calculate and serialize et qu'on fait du calcul et de la sérialisation intérieure, c'est quelque chose qu'on veut éviter dans le clean code, parce que simplement, on veut avoir une classe spécifique qui va gérer tous les calculs, et une classe spécifique à côté qui va gérer toute la sérialisation. Le fait de faire une seule classe qui va être un peu fourre-tout, ça va faire qu'au final, on va se retrouver avec une classe qui contiendra tout le code du logiciel, ou en tout cas une grosse partie, et se retrouver là-dedans, et quand c'est qu'on ait un truc mal découpé, ou avec une architecture un peu trop classe-centrique sur une même classe, du coup, ça va rendre non seulement la modification du projet plus compliqué, parce qu'on est plusieurs sur le même projet, donc du coup, si tout le monde fait un git pull au même moment ou un commit au même moment, et que du coup, même pour les merges après sur les branches, c'est plus compliqué que d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus diffus. L'open clause principle, là, on va vouloir faire en sorte que quand on a créé une classe, on n'ait pas besoin de la modifier pour rajouter une nouvelle feature. Alors on ne parle pas des bugs bien sûr ici, parce qu'il y a des fois on aura besoin de cette modification pour les bugs, mais si jamais par exemple dans l'exemple ici, je veux faire une méthode qui va faire des calculs, et du coup au lieu de faire une classe qui va faire un calcul, et puis ensuite je vais dire tiens je vais calculer une addition, ok, et puis là je vais rajouter une méthode pour calculer une soustraction, là je vais rajouter une méthode pour calculer une multiplication, voilà pour avoir un quotient. Du coup,
là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ma classe qui va faire du calcul, qui va récupérer un modèle de calcul, et mes modèles de calcul, du coup, ce sont une interface qui vont juste avoir dedans l'intelligence du code concrètement. Là, si jamais, par exemple, je veux pouvoir gérer une multiplication, et ben, je fais une classe multiply model qui va hériter de eCalculate model, et dans le calculate, je fais juste mon calcul. Je peux même faire des trucs un peu plus mathématiques, des square roots, ce qu'on veut concrètement. Mais du coup, je n'ai plus besoin de modifier cette classe-là, ni aucune de ces classes-là. Je recrée une nouvelle classe que je vais incorporer ici. Ça peut se faire de différentes façons. On peut aussi directement mettre les calculs, faire juste une classe calcul qui va s'appeler sum class, multiply class, qu'importe, et du coup directement faire les calculs ici, mais en se disant vraiment, je ne veux pas avoir à modifier le code présent si jamais je veux ajouter une fonctionnalité. Le Liskov, enfin la Liskov substitution du coup, alors Liskov qui vient du nom de Barbara Liskov, qui est la femme qui a justement imaginé ce principe, en tout cas qui l'a mis en valeur, c'est le fait de se dire si j'ai une classe et que j'en hérite et que j'override une méthode, je ne veux pas avoir un fonctionnement pleinement différent. À la base, c'était pour les langages faiblement typés que c'était prévu, mais en C# ou en Java, on peut aussi faire des bêtises avec. Par exemple, là, on peut voir que j'ai une calculate class qui va retourner un objet. Cet objet, ça va être le model.result, donc un int. Et ensuite, j'ai fait une classe weirdCalculate qui hérite de calculate class et qui cette fois va profiter du fait que ce soit un object, donc object qui tout hérite d'object en C#, il me semble que c'est la même chose en Java. Et bah là je me dis, vu que ma liste c'est aussi un objet, et je peux faire une liste qui va renvoyer tous mes nombres que j'ai dans mon modèle. Ça on ne veut pas le faire, c'est un comportement vraiment complètement différent, concrètement, qui n'a rien à voir avec ce que fait l'un sur l'autre. Le retour du type est complètement différent, je veux dire il n'y a rien à voir en dehors du fait que ce soit des objets, le fait que j'ai une liste d'un côté et un int de l'autre, j'ai aucun lien. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et pareil, si jamais à un moment je devais, au final, au lieu de modifier, de faire un calcul pour le result que je fais dans le calculate, si jamais je faisais par exemple une opération qui allait modifier mon first number ou mon second number, ce serait quelque chose qui serait en contradiction avec la Liskov substitution. L'interface segregation, donc là, voilà, dans l'exemple que je voulais dire, que je voulais exposer tout à l'heure, si jamais je veux avoir une classe eVehicle si jamais je veux avoir une classe eVehicle qui va pouvoir gérer le démarrage ou l'arrêt d'une voiture, mais également la gestion des fenêtres d'une voiture, si jamais je mets ces 4 prototypes dans la même interface, qu'est-ce que je fais si j'ai une moto à un moment ? Parce qu'une moto, enfin la moto que j'ai en tête en tout cas, elle n'a pas de vitre ou de fenêtre. Donc du coup, on va se retrouver à avoir, si jamais je fais ça comme ça, si jamais je mets tout dans la même interface, à avoir un motorcycle qui va ne pas définir, ou ne pas définir proprement en tout cas, le Open Windows et le Close Windows, parce que ces deux méthodes n'auront aucun intérêt dans cette classe-là. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument faire une ségrégation d'interface, donc c'est-à-dire faire une classe eVehicle qui ne contiendra que le start et le stop pour démarrer, arrêter le véhicule. Par contre, je vais à côté de ça avoir une classe, une interface eWindowsHandler qui elle va gérer l'ouverture et la fermeture des fenêtres. Ce qui fait que quand je fais une voiture, du coup je hérite des deux interfaces. Quand je fais une motorcycle, je n'hérite que d'une interface pour ne pas avoir de classes déclarées inutilement, enfin de méthodes déclarées inutilement dans une classe. Et la dependency inversion, donc là concrètement on est sur l'injection de dépendance. Donc là je vais avoir, en fait on utilise de la composition simplement. Je vais avoir un eCalculate concrètement qui va être mon interface, qui va avoir la classe de calcul dedans, et ensuite je vais avoir un service qui va servir au calcul, qui va avoir en composition cette classe calculate du coup, et ensuite on va la garder justement en composition et on va se l'envoyer dans le constructeur via justement l'injection de dépendance. Le truc extrêmement pratique ici, c'est que non seulement on peut modifier ces classes-là rapidement, mais en plus de ça, voilà, par exemple, si jamais plus tard j'ai besoin d'une deuxième classe ici, j'ai juste à l'ajouter dans le constructeur et ensuite au démarrage de mon programme, l'ajouter dans l'injection de dépendance. Mais en plus de ça, pour mes TU, si je veux moquer un eCalculate, je peux le faire très facilement et le passer très facilement dans ma classe. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'avoir des problèmes de test du eCalculate dans mes TU. J'ai directement les mocks qui vont tout faire et je ne vais tester que cette classe-là. Donc voilà, c'était pour le petit reminder des concepts solides, et on verra que
dans live coding, même sans les appliquer. Concrètement, je vais absolument pas les appliquer à fond, mais je vais au moins clear du code pour prévoir plus tard de pouvoir avancer sur ces concepts-là, ou même si jamais voilà, on prend jamais le temps d'y arriver, au moins on aura un code plus clair, plus lisible. Maintenant, on va parler des freins. Donc les freins qu'on peut rencontrer en entreprise, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer le plus fréquemment, ça va être ces trois-là. Tout d'abord, le manque de temps. On a trop de features à faire, il n'y a pas assez de place dans le sprint, il faut vraiment avancer. Là, si on prend le temps pour refactor, on n'arrivera jamais à finir le sprint à temps. Le trop de risques, bah voilà, si jamais tu refactores cette partie-là, c'est une partie très importante. Il va falloir refaire tous les tests qui ont été faits et puis on n'a pas le temps de faire ça, encore une fois. Et on ne veut pas retoucher à ce code-là parce que c'est un code qui marche. Du genre, il marche depuis des temps, il a été écrit par la première personne qui avait codé ça dans son coin toute seule. Et du coup, derrière, on ne l'a jamais modifié parce qu'on a peur que ça casse, parce que plus personne n'a la connaissance dessus. Et dernier argument, le one-shot. On veut juste faire un petit projet rapide en interne qui sera utilisé par l'équipe. On ne retouchera plus jamais à ce projet une fois qu'il sera codé. Et on ne veut pas perdre du temps à faire du clean code sur ce projet-là. Pourquoi, selon moi, ils ne sont pas fondés ? Le temps perdu, concrètement, le manque de temps, on va perdre du temps à chaque fois qu'on va repartir sur un code. Le code, concrètement, Spaghetti, qui est un code sur lequel on va souvent retourner parce que c'est la base, parce que c'est le gros cœur du projet, on va reperdre du temps à chaque fois à le recomprendre. En plus, on va pas avoir envie. Et puis forcément, on a beau se forcer parce que c'est le travail, et ben, il y a un moment, ça n'empêche que ça nous ralentit de ne pas avoir envie. Aussi, on parlait au début du turnover qui existait chez les développeurs et développeuses. À chaque fois qu'on va devoir expliquer ce code-là à quelqu'un qui arrive, ou que la personne va devoir essayer de le comprendre d'elle-même, c'est du temps qui va être perdu et qui sera beaucoup plus... et du coup, la personne qui arrivera et qui pourra comprendre ce code plus vite fera gagner tellement de temps à court terme, en fait, c'est même pas du moyen terme, c'est à court terme, pourra plus facilement être efficace sur le projet et comprendre comment le modifier ou comment l'améliorer en tout cas. Trop de risques. Au final, si jamais on ne touche pas à l'architecture profonde, donc c'est-à-dire voilà, si on ne commence pas à casser toute une classe pour pouvoir tout refaire et tout, et bah, du coup, on a des risques très limités au final. Ça va être de la découpe de code, ça va être du renommage tranquille, ça va être une allée vers le clean code. Et le risque de modifier un code unclean est aussi risqué parce que concrètement, on commence à être sur un code un petit peu qui commence à être un peu bourrin. On va se dire, ok, ici, je vais essayer de faire des modifications. Ici, je vais essayer de comprendre comment ça marche. On fait une modification en se disant, ok, c'est bon. Et au final, est-ce qu'on a toujours compris vraiment ce qu'on avait fait dans ce code qui est compliqué à lire? Est-ce qu'on se rappelle vraiment de comment est-ce qu'on a pu comment est-ce qu'on a pu comprendre ce code-là? Est-ce qu'on est sûr des impacts? Et vu que les impacts qui existent seront plus facilement révélés ou plus facilement observés lorsqu'on va clean le code, on va se retrouver au final avec quelque chose qui est aussi risqué à modifier qu'à refactor pour le modifier. Et ensuite le one-shot, bon celui-là personne n'est devant, on peut pas se dire tiens on va faire un projet, on ne retouchera jamais. En tout cas ça m'est jamais arrivé. L'une des missions dans laquelle j'étais, je suis arrivé dans la mission, on m'a dit ce projet-là il était fait l'an dernier, on voulait pas le modifier mais finalement on a besoin de ça en plus. Bon je le modifie et tout, je le clean au passage aussi, même si on m'a dit non on n'y retouchera plus jamais encore. Un an plus tard, qu'est-ce qui s'est repassé? Retour sur ce projet-là. Donc voilà, un projet one-shot est rarement vraiment un projet one-shot. On ne peut pas être devant et concrètement, on sait, empiriquement, on sait qu'il y aura souvent une modification à faire dessus. Et on ne perd pas de temps à clean code. On perd du temps à refactor un code qui a déjà été fait. Parce que le code a déjà été fait, donc le temps a déjà été consommé dessus, que du coup il faut le temps de le recomprendre, que du coup il faut le temps de le refaire. Commencer un projet en clean code en se disant je vais proprement le faire, je vais proprement faire mon architecture et tout, ça ne prend pas plus de temps que de faire un code spaghetti. C'est pas long. Et donc du coup, le one-shot doit justement plus facilement être fait en clean code, surtout quand c'est du from scratch. Allez, c'est parti pour le live coding. Donc là, je vais prendre un petit code que j'avais prévu. Hop. Alors, du coup, on est en fond blanc. Est-ce que c'est bien lisible? Est-ce que ça arrache les autres personnes? On est bon? Fine, écoutez, on va rester là-dessus. Hop là, oh j'ai même une chaise, oh c'est beau ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme code ici? Oula, il a pas aimé. Si? Non? Oula. Voilà, c'est bon, c'est parce que j'ai pas fait du Java ça.
Donc on se retrouve au final avec voilà, un code qui est ce que je considère un code pas clean, c'est-à-dire voilà, une grosse tâche dans une méthode qui s'appelle generate. On ne comprend pas exactement tout ce que c'est. On a vraiment quelque chose qui va se retrouver. Voilà, relire ça, c'est un peu pénible et un peu long. Comment est-ce qu'on peut refactor ça sans prendre trop de temps, sans que ce soit risqué? Déjà, on peut voir que si on y va ligne par ligne, on voit une première ligne avec une adresse URL ici, avec du get JSON async et tout. Je ne sais pas si en Java Flurl existe. Ça, c'est ce qu'on appelle Flurl. C'est quelque chose qui permet de faire un appel API. Ok, on sait que c'est une API. Qu'est-ce qu'on voudrait faire normalement ici? On se dirait, ok, si on veut faire absolument clean, une classe, une responsabilité, on voudrait faire un repository ou un CRUD concrètement pour pouvoir appeler ça. Là, on ne veut pas prendre ce temps-là, on se dit c'est peut-être un peu risqué, en effet, il faut que je refasse toute l'injection de dépendance. Mais par contre, je peux commencer à préparer le truc et le rendre plus lisible. Donc comme je sais déjà que ça, c'est une API, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une API, je vais écrire NetRunnerDB, super génial. Je ne connais pas le métier. En plus, je ne connais pas le métier. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah déjà, on va éviter les magic strings. On va juste se dire simplement, tac, j'enlève ça, je me fais, hop, une petite public const string simplement que je vais appeler netrunner API parce que je sais que c'est une API et puis j'ai vu netrunner dans le nom, donc très bien, ça fera l'affaire. Hop là, ça fera complètement l'affaire et je vais pouvoir du coup l'appeler comme ça. Et déjà j'ai quelque chose de plus lisible. J'ai pas un gros, j'ai pas ici du coup voilà, une grosse API qui vient de nulle part, je l'ai nommée, je l'ai mis dans un coin, je sais que c'est là. Et même je pourrais, si je voulais être un peu plus clair, si je voulais être un petit peu plus énervé, alors je vais mettre mes prérequis en haut juste par souci de lisibilité concrètement pour pouvoir voilà, écrire en haut et puis ensuite aller en bas. Mais on est d'accord qu'une private, si on veut faire un truc un peu clean, c'est censé être en dessous les publics. Donc là je vais faire une private, qu'est-ce que ça me retourne? Ok, ça me retourne une task de card response, bon très bien. Donc je sais que c'est de la sync, hop, task card response. Et là, du coup, je me dis, ok, je sais que c'est un appel API que que je voudrais mettre dans un code plus tard, dans le meilleur des cas. Donc du coup, je vais juste faire get data from API. Ok, j'en connais pas plus, je sais pas ce que ça récupère exactement, j'imagine que ce sont des cartes parce que je vois écrit card response, mais je vais pas m'aventurer plus que ça, c'est un métier que je connais pas, j'ai personne à qui demander, donc du coup je vais juste faire return, hop, wait, et hop, je vais coller mon code ici, non pas deux fois wait, une seule fois ça suffit, c'est suffisant. Hop, et ici du coup, bah voilà, je peux avoir ma réponse qui va être, hop, get data, ah oui non, il faut que je le mette en statique aussi, parce que forcément, hop là, j'ai fait un projet, hop, qui est du statique. Hop, get data from API. Je récupère mes data et là au lieu d'avoir un truc qui dès le début avait voilà, une grosse ligne pas compréhensible, là je sais que juste je vais récupérer des informations de ma data. Ensuite j'ai un gros switch. Alors les switches en général, alors attendez, tic tic. Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai un gros switch. Bon, j'ai un gros switch. Les switches, on veut éviter en général. En général, je découpe, je me fais un dictionnaire de fonctions. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok, c'est un switch, ça a l'air important. Ça mériterait peut-être sa propre méthode. Qu'est-ce que ça fait? Je vois qu'il y a un filter type ici. Je vois que j'ai encore l'utilisation de ma réponse. Ok, ça a l'air de faire une clause where ici, très bien. Ok, je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais ça gère mais il y a un filtre qui est là. Donc du coup, toujours, je ne sais toujours pas quel est mon métier, enfin de quel métier ça parle concrètement, quel est le côté business du projet, mais je comprends que ça parle d'un filtre. Donc je vais simplement appeler ça, hop, handle filter. Handle, alors attendez, il faut que je vois ce que ça me retourne aussi. Donc je vois qu'il y a le deck qui est mis là à chaque fois. Donc du coup, je me dis, ok, ça doit retourner une liste de cartes. Très bien. Donc je dis, ok, tu me retournes une liste de cartes. Et du coup, derrière, je vais appeler ça handle filter parce que je vais juste gérer un filtre. Je ne sais pas comment il ou manage filter ou peu importe le nom qui vous parle le plus. Mais voilà, je ne sais pas ce que ça fait exactement. Je ne peux pas lui donner un nom plus clair par rapport à mes connaissances actuelles. J'arrive sur le projet. Hop, et dedans, simplement, voilà. Alors, bien sûr, ça, concrètement, est pire que ça. La plupart des IDE peuvent le faire tout seul, concrètement. Si ça se trouve, voilà, je fais un clic là, je fais un clic droit et je fais extract. Oula,
si je fais un extract to méthode, je sais plus où est-ce qu'il est parce que j'utilise jamais, parce que j'aime bien le faire à la main. Voilà, extrait, entouré de, insérer un extrait, non pas inséré. Ouais, je ne sais plus où il est, mais voilà, je sais pas sur IntelliJ ou sur Eclipse, sur Java, il doit exister également. Hop, mais voilà, il y a toujours des options dans les nouveaux IDE pour juste extraire tranquillement une classe. Donc là, voilà, simplement, hop, je vais pouvoir coller ici mon, comment, euh, pardon, je vais pouvoir coller ici mon switch. Je vois en effet qu'il manque de data, donc là qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un filter type. Eh ben, écoutez, on va lui refournir un filter type. Qu'est-ce que c'est filter type? C'est un filter type, ça. Très bien. Donc filter types, hop, filter types, hop, filter types. Et je vois que j'ai besoin aussi également de la valeur de mon filtre, qui est un string, très bien. String filter value. Et ensuite, bah voilà, j'ai aussi besoin de ma réponse ici, qui va être la réponse que je récupère ici, qui est une card response. Très bien. Bon, écoutez, hop, on va mettre ça même au début, parce que ça a l'air d'être un élément important quand même. Hop, et qui s'appellera response. Ok, donc déjà, j'ai plus que le deck, mais le deck, je vois que concrètement, il est utilisé nulle part, il est juste récupéré ici. Donc je peux juste me faire simplement, hop, mes petits returns, hop. Et comme je fais un return ici, je peux virer mon break. Déjà, je gagne des lignes. Gagner des lignes, ça paraît con à chaque fois de se dire je gagne une ligne ici, je gagne une ligne là. Au final, là, rien que sur ce switch-là, je vais gagner quelques lignes. Et le fait de réduire le nombre de lignes, ça permet de réduire aussi la panique en se disant tiens, je vais avoir une grosse classe qui fait des millions de lignes. Dans l'idéal absolu, je pense qu'une méthode qui fait plus de 10 lignes, c'est une mauvaise chose. Ça, c'est voilà, un point de vue très personnel, mais je pense que se limiter dans le nombre de lignes d'une méthode est une bonne pratique et que ça permet, in fine, de pouvoir, une fois qu'on a fait un code, on se dit est-ce qu'il est clean, avoir une métrique où on se dit ok, ma méthode fait 12 lignes, peut-être que je peux encore la découper en deux. Et ensuite, encore une fois, c'est une question du temps qu'on va y mettre. Donc là, hop, je refais mes returns, hop, c'est le plus passionnant, hop, du live coding. Et là, du coup, vu qu'en plus, je sais que là, le deck est à new list card à la fin, bah, je peux me dire, ok, je vais ignorer le default. Et je vais juste faire ici un return new list card. Très bien. Hop, merci autocomplétion, ça marche. Et du coup, ici, bah voilà, simplement, je vais pouvoir faire un deck égal. Et ici, hop, handle filter, en lui envoyant toutes mes réponses, parce qu'en plus, autocomplétion, ça marche vachement bien sur les IDE. Hop, je mets une petite var ici parce que j'ai plus besoin, hop, de déclarer le type en amont. Donc voilà, donc déjà concrètement sur ma méthode générique qui était un peu plus longue, je viens de gagner pas mal de lignes, je viens d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre au lieu d'avoir un appel API qui avait l'air un peu obscur et une gestion du filtre d'un filtre dans un switch. Je me retrouve au final en 2 lignes, ok, je comprends ce que je fais. Je gère une API concrètement et ensuite je crée une variable deck qui va être gérée par rapport à un filtre. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide, et ça permet de s'y retrouver alors que j'y ai passé, je sais pas, peut-être 10 minutes là déjà à peine, mais j'ai déjà bien découpé. Maintenant, on peut continuer là-dessus en se disant tiens, j'ai encore un gros chunk de code, là, un gros if avec l'identité qui a l'air mise dedans, ok. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire un truc qui va s'appeler Handle Entity par exemple. Pareil, je ne sais toujours pas de quoi je parle, donc du coup, hop, private statique, non pas string, statique. Je sais toujours pas ce que ça va retourner, donc là on va y aller sur un void pour l'instant. Handle identity. Identity, oui, c'est bien de savoir taper. Hop, et je refais le même procédé en fait, concrètement. C'est pas plus long, c'est pas plus compliqué. Là c'était un switch, là c'est pour un if-else. Ok, fine. Si je regarde un peu plus, je vois qu'ici j'ai mon deck qui est modifié. Je vois que là le deck est modifié, je vois que là le deck est modifié, et je vois que j'ai besoin du deck à la fin. Donc je peux me dire que je retourne encore le deck, donc je me retourne encore une liste de cartes. Bon, fine. Hop, liste card. Et du coup, in fine, je vais refaire exactement le même principe, mais là je vais arriver sur un truc un peu plus intéressant, enfin un peu plus intéressant. Comment je vais arriver sur un autre concept qu'on peut utiliser pour dégourdir un peu un code, on va dire. Alors attendez, hop, je vais mettre mon identité ici. Qu'est-ce que c'est que mon identité? C'est une carte, très bien. Donc là, hop, card, identity. Identity. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin du deck. Bon bah écoutez, hop, list,
card. Alors dans l'idée, si jamais on voulait vraiment clear le code, on se dirait tiens, si je me passe le deck et qu'il y a un retour, je devrais normalement faire quelque chose de différent. Là, on se dit ok, je vais pas prendre trop de temps là-dessus. Je vais juste faire, déjà un clean code pour être sûr que ça marche. Hop, card, response. Et là, hop, response. Hop, le petit virgule. Response. Hop là. Et donc voilà, donc là du coup je me retrouve avec ok, mon identifié comme ça, et ici je vois que au final, mon deck que je vais me retourner, je vois que là dans mon if else que j'ai ici, là, je fais mon deck est égal à new list card, ok, très bien. Et ensuite quand je vais dans le else, je fais plus rien après, j'ai plus de raison en fait. J'ai plus de raison de retourner dans le code après, une fois que je suis allé dans ce if là. Si je vais dans ce if là, il n'y a rien d'autre qui est exécuté. Donc du coup, est-ce que je peux pas directement faire mon return en fait? Directement ici, return, new, list, card, tac tac, et toc. Ah oui, non, j'en ai rajouté un comme. Hop là, pardon. Touc, touc, touc. S'il te plaît. Oui, point virgule, c'est bon, t'es content? Oui, il est content, c'est bon, c'est parfait. Donc du coup, ce qui fait que comme j'ai fait mon return ici, et que mon else, du coup, une fois que je passe dans mon return, j'ai même plus besoin de faire mon else, du coup, parce que si jamais je vais dans le if, je n'exécuterai pas la suite, je n'exécuterai pas la suite du code. Donc du coup, je peux déjà enlever du nesting. Donc deuxième point important du clean code qui ne prend pas de temps et qui a rien à voir avec les concepts solides, du coup, c'est juste de réduire le nesting. Donc du coup, on arrive exactement à la même idée pour l'identité. Là, si jamais j'ai mon if ici, et dans mon if, j'ai encore un nesting. Mais vu qu'il n'y a rien qui existe après, si j'inversais mon if, je pourrais directement faire un return au final. Et donc du coup, je regarde là, dans mon if, à la fin, qu'est-ce qui est fait. Il n'y avait rien qui était fait, donc du coup, mon deck reste le même que celui qui était avant ici. Donc du coup, je peux juste faire OK. Si jamais mon identité est égale à nul, je peux return deck. Et pareil, du coup, ensuite, tout ce qui est après, ce n'est plus nesté. Je ne sais pas si on dit nesté, on parle de nesting, mais ce qu'on dit nesté. Donc du coup là, ok, fine, return deck, return deck, return deck. Là, du coup ici, return deck parce que j'en ai encore besoin. Fine. Hop, je peux même virer les deux parenthèses parce que j'ai qu'une ligne, enfin les deux accolades ici parce que j'ai qu'une ligne dans le if. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent laisser les accolades, moi je préfère les enlever. Ça concrètement, c'est pas une question de clean code, c'est une question de préférence perso en général. Mais voilà, ok, je les enlève, comme ça je gagne des lignes en plus. Et là, je pourrais encore aller plus loin et me dire, ok, là, je vais aussi voir, je vois que ici j'ai racheté, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois que c'est dans title. Donc du coup, je pourrais créer également. Alors attendez, que je fasse mon colis ici. Donc là, du coup, je peux faire deck égale handle entity. Non, pas filter, identity cette fois. Hop, et lui envoyer ma response, mon identity et mon deck en lui-même. Donc du coup, je me retrouve avec... alors il faut que je lui dise aussi que l'identity ça peut être nul, comme ça il sera content. Voilà, ça c'est Sharpsheet. Donc du coup, on arrive du coup avec voilà, on peut encore redécouper ici déjà en mettant le fait que ça ce soit une constante, mettre ça en constante aussi parce que du coup ça fait sinon des magic strings qui sont par-ci par-là. Pareil, le 1 on sait pas trop ce qu'il est, on pourrait essayer d'en faire une constante pour éviter le magic number et on pourrait encore redécouper, mais là du coup je pense qu'il y a plus spécialement d'intérêt de continuer à découper pour cette démonstration puisque l'important était de voir que cette classe au début, qui était assez longue et assez compliquée à comprendre, on voit qu'au final, elle est faite. On a même pu mettre l'identity la récupération de l'identity dans le under identity. C'est une solution qui a pu être faite, mais du coup, on voit qu'on récupère des données, qu'on les filtre, qu'on va ensuite récupérer ce qui semble être une carte de par son type par rapport à son typecode. Okay. Et ensuite, avec ça, on va devoir faire d'autres opérations sur le deck, et sans forcément les comprendre, quand on arrive sur ce code generate, on se retrouve au final avec un code qui est moins étouffant à comprendre, et au final, j'ai pris, je ne sais pas, peut-être 20 minutes à le redécouper, alors bien sûr, je connais le métier, en effet, je connais le business, je sais ce que j'ai fait en amont, mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte de faire, voilà, même si je ne connaissais pas, mais si je ne savais pas ce que ça impliquait, comment est-ce que je peux le découper sans savoir comment nommer? Parce qu'en général, ce qui est être important de nommer quand on arrive dans un projet, c'est de se dire à quoi ça correspond au niveau métier pour lui donner un nom clair. Et quand c'est pas possible, on peut quand même s'en sortir en mettant des noms techniques,
pour pouvoir avoir quand même quelque chose qui soit plus facile. Quitte à le modifier plus tard quand on a compris, parce qu'on a pu discuter avec quelqu'un du business, parce qu'on a pu discuter avec un PO, et se dire, bah tiens, ça en fait, c'est ce qui correspond à ça. Ah bah tiens, du coup, tiens, mon filter, ça va être, ah, ok, d'accord, ça va être pour gérer au final la faction des cartes, machin. Ok, très bien, donc handle faction, très bien, ou sort faction. Mais voilà, donner quelque chose de plus clair. Mais au moins, déjà, j'ai un nom technique qui me permet, moi, de m'y retrouver et aux collègues développeurs et développeuses de savoir de quoi ça parle également sans qu'on ait un gros code souvent imbuvable. Et là encore, j'étais sur une méthode qui faisait quoi, une cinquantaine de lignes. En entreprise, on tombe souvent sur des codes qui en font une centaine, voire plus. Hop. Et je vais retourner hop là, sur le PPT s'il veut bien se lancer. Du coup, allez, tu peux le faire. Ah oui, tu peux retourner au début aussi. C'était pas voulu, mais on va dire que c'est bon. Du coup, ensuite, conclusion, je voulais présenter quelques ressources aussi. Donc voilà, le clean code, pourquoi est-ce que j'en viens à le prôner aujourd'hui aussi c'est parce que autant il y a quelques années, je me suis dit, ok, je suis un alien, je suis beaucoup trop toqué, c'est moi qui ai envie que le code soit ultra clean. Et au final, j'ai vu que non, c'était en effet une pratique qui non seulement j'étais pas le seul à pouvoir à avoir envie que ça se mette en place, mais qu'en plus de ça, ça portait un nom, clean code. Donc, qui c'est qui a amené son clean code? C'est Uncle Bob, du coup, Uncle Bob qui est un développeur américain qui fait partie des personnes qui ont théorisé et mis en place la méthode agile et qui, du coup, a écrit un livre qui s'appelle Clean Code, qui est un livre qui fait, qui est une série de 3 livres qui sont voilà, assez longs à lire, mais il a aussi fait une conférence qui, en fait, est un résumé de ces livres-là. Alors après, cette conférence-là, il faut prendre le temps de la regarder parce que c'est 6 conférences qui font entre 1h30 et 2 heures chacune. Du coup, ce sont des conférences voilà, ça dure environ 10 heures en tout. Mais si jamais vous avez le temps et l'envie, je ne peux que vous recommander de regarder au moins les 2 premières parties de sa conférence, donc c'est-à-dire voilà, quand même y consacrer au moins 3 heures. J'ai conscience que c'est un temps non négligeable, mais voilà, où il apporte quelques points de vue intéressants et importants qui sont voilà, concrètement, si on pouvait résumer cette conférence, ce serait peut-être une ébauche de ce qu'il a fait lui en gros. Si jamais vous avez le temps, le courage, la force et l'envie de vous regarder les 10 heures, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses sur le clean code et sur le pourquoi ça existe. Donc si vous souhaitez retrouver cette conférence-là, il suffit d'aller sur YouTube et de taper conférence clean code et il y a une playlist qui s'appelle clean code-unclebob-all lessons voilà, qui regroupe les 6 vidéos dont je viens de vous parler. Et il y a une chaîne YouTube que j'apprécie beaucoup aussi qui s'appelle Code à Esthétique. C'est en anglais, enfin la conférence est en anglais aussi également. Cette chaîne YouTube est en anglais également. Elle est en anglais, ouais, du coup. Voilà, ce sont des petites vidéos qui font entre 8 minutes, 10 minutes, peut-être un quart d'heure les plus longues, donc à un format beaucoup plus court, et qui va présenter certains patterns de clean code, comme la réduction de nesting, comme ce que je viens de montrer ici, l'inversion de conditions pour pouvoir justement éviter encore du nesting, ou quelques petits principes de clean code par-ci par-là, condensés dans des toutes petites vidéos qui permettent d'avoir un contenu beaucoup plus digeste et surtout qui peut se regarder par petits moments, plutôt que de devoir suivre une longue conférence sur laquelle il faudrait garder le fil si jamais elle est regardée en plusieurs fois. Ça arrive. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris exactement pour la conférence. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a le temps. Donc si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir y répondre immédiatement. Si jamais il y a des questions qui viennent plus tard ou que vous n'avez pas osé les poser ici ou pour X ou Y raison, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à n.saulnier@unup.fr pour les poser pour plus tard ou pour faire des remarques, peu importe. Et j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Bon bah écoutez. Oui, je t'en prie. Alors ouais, par rapport, aux échanges que je peux avoir avec des collègues qui sont pas dans l'état d'esprit, alors il n'y a pas beaucoup de collègues qui sont oui, je m'en fous du clean code, voilà, c'est plutôt rare. En général, la plupart des collègues ou des développeurs et développeuses veulent un code plus propre concrètement, c'est juste qu'il y a des contraintes imposées par
le capitalisme en général, on va dire, qui implique que bah, du coup on doit, voilà, il faut se dépêcher, tout ça. D'où le fait de plutôt le prôner à ceux qui ne sont pas développeurs développeuses. Mais en effet, tu as raison, je suis tombé déjà sur des gens qui préféraient ne pas le faire. Bah, y a plein de solutions pour ça. Moi, ma solution, ça a été, bah, écoute, sur un bout de projet, j'ai juste clean code le truc. Et ensuite, bah voilà, dans l'APR, enfin avant l'APR concrètement, parce que je mets pas les gens dans le fait accompli comme ça, mais avant l'APR, je vais voir le LT concrètement, parce que c'est un LT en l'occurrence. Je dis bah regarde, voilà, est-ce que je trouve pas ça plus clean concrètement, plus facile à lire. Et voilà, ça m'a pris X temps, voilà, peut-être une demi-journée si jamais le code était gros, ça m'a pris 1 heure concrètement, voilà, en exposant le temps qu'on a mis à le faire ça, qu'on a mis à le faire, en montrant qu'on n'a pas dépassé le temps qui était imposé par le ticket. Et du coup, bah voilà, exposer le fait que ouais, est-ce que tu trouves pas ça plus clean que ce qu'il y avait avant. Et du coup, bah, ça emmène une discussion. Alors le but concrètement, c'est toujours de montrer, parce que c'est ça aussi important, c'est concrètement, en effet, ça peut être compliqué de se dire, d'où le côté live coding concrètement qui dit, ok, regardez, on va juste découper ça rapidement, et regardez, là, on se retrouve avec une fonction de 4 lignes au final, qui est plus claire à lire au final. J'ai 2 fois au final. Et du coup, on arrive avec voilà, juste le fait de, entre guillemets, prôner, encore une fois, c'est-à-dire passer par la discussion et passer par la démonstration aussi. Et voilà, si jamais vous êtes, voilà, je peux entendre qu'il y ait des personnes qui se disent merde, si jamais je le fais et tout, et qu'au final il fallait pas que je le fasse, est-ce que ça peut pas m'attirer des ennuis et tout. Si vous n'êtes pas confort avec ça, voilà, essayez d'en discuter, essayez de montrer cette conférence, je ne sais pas, essayez de montrer des bouts de clean code, essayez voilà, de montrer juste une petite méthode qui a été clean code par exemple, qui permettrait voilà, de simplement ouvrir un dialogue plus facilement ou de simplement le montrer. Et bah, forcément, quand j'avais fait ça au début, c'était oui, en effet, c'est un peu plus clean et tout. Enfin voilà, il y a toujours un peu de réticence. À partir du moment où il y a eu un turnover, il y a eu des nouvelles développeuses qui sont arrivées du coup, et que ce LT-là a dû leur réexpliquer le code, c'est là qu'il s'est dit ouais, c'est peut-être pas mal en fait. D'où le fait que j'insiste un peu dessus en début de conférence, parce que en effet, c'est quelque chose que j'ai déjà vu concrètement et qui a convaincu des gens simplement de se dire oui, je suis plus en train de galérer pour expliquer un bout de code. Est-ce que j'ai constaté qu'il y avait des gens qui faisaient moins de bugs? Ouais. Mm. Alors, ouais, en effet, comme tu le dis, il y a le type de bug d'inattention et le type de bug de j'ai mal codé. Alors, est-ce qu'il y a moins de bugs? C'est assez compliqué parce que concrètement, je peux pas dire, tiens, j'ai des métriques concrètement qui montrent qu'il y a moins de bugs. Par contre, s'il y a un bug, je le repère dès la paire plus facilement. La PR, alors que j'ai rien exécuté concrètement, j'ai pas lancé le code, j'ai pas, j'ai pas fait de pair progrès à la personne, mais dans la PR, voir un code se glisser dans un code qui est plus lisible de base, parce que dans une PR, voilà, on a le diff, et si jamais la diff est trop importante parce que le code est éclaté à la base, et du coup il a fallu trop modifier des trucs, du coup en effet c'est plus compliqué. D'ailleurs c'est intéressant que tu le mentionnes ici, parce que ça peut être intéressant de créer une branche d'abord pour clean le code, et une fois qu'il est clean, ensuite, tranquillement, faire un modif dessus dans une autre branche concrètement. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir le gros, on va dire le gros entre guillemets bordel du cleanage de code, parce que bah, voilà, le fait de découper des fonctions, ça rend ça un peu moins lisible dans la PR. Mais une fois que la PR est bien faite avec le clean, on peut faire le fixe du bug et du coup plus facilement retrouver, tiens, est-ce qu'il y a eu un bug ici? Alors, est-ce qu'il y a moins de bugs? Je peux pas l'affirmer. Et je ne l'affirme pas non plus. Voilà, le truc, c'est que j'ai pas de métriques, je m'en suis pas rendu compte. Si c'est que ça gagne, je me suis pas rendu compte de moins de bugs. Par contre, je peux les repérer plus facilement. Donc au final, je dirais peut-être même on retrouve plus de bugs parce qu'au moins on les voit. Et plus de sérénité du coup, en effet, c'est le but principal, parce que autant pour prôner du clean code en entreprise, il faut parler de productivité en général. Fine, parce que c'est ce qu'on cherche dans ce monde actuellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sérénité des développeurs et des développeuses. C'est le fait de se dire, je viens pas le matin, je viens pas le matin en me disant, putain, fais chier, je vais devoir retourner sur ce code-là. Le but, c'est vraiment de se dire, ok, ça va être au moins pas désagréable d'être sur ce code-là. Encore une fois, là, lire un livre qui est mal margé, qui est mal syntaxé, et faire ça 5 jours sur 7 toute notre vie, j'ai pas envie quoi. Donc au moins que le livre soit agréable à lire, au moins que le code soit cool, au moins que ce soit alors apaisant, c'est exagéré, mais au moins que ce soit pas source de stress, juste d'avoir un code qui a été écrit à la va-vite, et qui soit lisible par une personne, celle qui l'a écrite, pendant une semaine, parce qu'après s'il faut retourner, elle-même non plus ne saura pas le relire.
Vas-y, je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a comment, est-ce qu'il y a des discussions à avoir avec l'équipe managériale? Dans une équipe agile, oui, parce que l'équipe agile va inclure aussi l'APO, qui va être la personne qui va souvent avoir les tickets, qui va inclure des Scrum Masters, concrètement, qui vont eux aussi gérer le temps sur les tickets, concrètement, et qui vont, si jamais le refactor va être important, ou si jamais le clinical va être important, vu que ça va impacter les tickets, en effet, ça peut être intéressant. Sur un très vieux legacy, concrètement, il va peut-être falloir prendre, je sais pas, une demi-journée, peut-être une journée en plus pour se dire, ok, je vais clear le code en amont, en sachant que le temps gagné par la suite sera constant. Donc c'est peut-être en effet un truc à évoquer, un truc à parler. Ensuite, si jamais ça va être juste voilà, une petite classe à refactorer parce que si jamais le temps est pas important sur cette prise-là concrètement, et quand je parle d'important, je parle d'une journée maximum, peut-être deux grands max, mais je parle pas du fait de faire un refactor qui va durer un mois ou deux concrètement. Je pense même que c'est une erreur de faire un refactor qui va durer un mois ou deux parce que ensuite, si jamais il y a des bugs, là, ils seront compliqués à retrouver. Par contre, le fait de faire ça sur un petit morceau de code concrètement, voilà, au détour d'une feature à faire, au détour d'un bug à corriger, voilà, ça dépend de la masse de code à modifier. Si jamais c'est une classe, c'est rapide, concrètement, on peut en parler au LT, on peut en parler à l'équipe, ce sera, je pense, suffisant, mais en effet, vu que dans une équipe agile, il y a aussi les PO qui sont impliqués, ça peut être intéressant de les mettre au courant concrètement, et surtout que les PO puissent constater que maintenant que ça a été fait, et ben, au final, il y a un gain de motivation de l'équipe qui vient plus à reculons, une rapidité d'inclusion de nouvelles personnes, et peut-être même des tickets qui sont faits du coup plus rapidement, parce que la tâche reste la même, mais le code à modifier reste plus clair, plus agréable. Donc alors, pour répondre à la question de façon plus synthétique, oui, si on estime que la modification va prendre plus d'une journée en supplément de ce qui était prévu, de ce qu'on pourrait faire sur le ticket en général. Je t'en prie. Ok. Donc, ouais, alors, en ce qui concerne, alors, comme quand je disais que les projets legacy, ça peut prendre plus de temps, alors tous les projets ont un peu de legacy, du coup. Mais en effet, ce que je disais, c'était le fait de euh, y aller petit. En fait, quand tu vas devoir, quand tu vas devoir aller sur du legacy, par exemple, voilà, tu vas devoir fixer un bug sur un legacy. Du coup, le bug que tu as fixé va concerner une partie du code. Ça va être pas tout être legacy, ça va être une classe particulière. Par exemple, une classe qui n'aurait pas du tout respecté le cycle de Solidity, qui serait une grosse classe avec une seule méthode de 1000 lignes. Et bah, concrètement, prendre le temps sur cette classe-là, de la découper, aller en peut-être une dizaine de classes qui font 100 lignes, c'est encore beaucoup, mais c'est déjà un petit temps de prix qui va permettre à la prochaine personne qui viendra dessus de peut-être redécouper chacune des classes qui font 100 lignes, de les découper en classes qui font 50 lignes et viser concrètement au fur et à mesure. Et pourquoi est-ce que j'expose ça? Parce que si jamais tu dis tiens, là tout mon legacy qui est 50 classes qui ont 12 méthodes qui font 300 lignes, tu vas te retrouver à pendant 2 mois complètement, voire même plus, parce que ça me semble beaucoup plus long de faire ça, à faire que ce refactor-là. Donc là, en effet, l'entreprise pourra dire ah, c'est pas productif, tu fais rien concrètement, est-ce que je peux entendre et derrière, pire que ça, c'est qu'une fois que tu auras fait tout ce refactor-là, il y a très peu de chances que ça marche du premier coup. Et là, du coup, tu vas te retrouver avec des trucs qui ont été compliqués à tester. Parce que, alors, tu vas me dire, oui, s'il y a des TU, ça se should be OK. Est-ce que vraiment il y a du TU sur des legacy avec des classes qui font 300 lignes? Avec des méthodes qui font 300 lignes. J'ai jamais vu ça. Si ça existe, je suis même pas sûr qu'il y ait une occurrence de ça qui existe dans ce monde. Mais voilà, donc du coup, le fait qu'il n'y ait pas de TU, ça rend ça plus compliqué. Donc du coup, c'est plus compliqué à retester derrière. Tandis que le faire au fur et à mesure, petit à petit, même s'il n'y a pas de TU, ça reste pas risqué parce qu'au pire, on le voit directement si jamais il y a un problème. Tandis qu'au bout de 2 mois, si jamais tu vois au bout de 2 mois qu'il y a un problème, même si tu peux retestouiller petit à petit de temps en temps, ça reste un risque là beaucoup plus grand. Et là, je pourrais comprendre qu'une entreprise soit un peu frileuse par rapport à ça. Et c'est pour ça que du coup, le faire au fur et à mesure, ça permet que ce soit inclus tranquillement dans le truc, de en plus permettre à chaque développeur, développeuse de l'équipe de tranquillement participer un petit peu à ça et que chacun puisse arriver, comme je l'exposais au tout début de la conférence, à créer une mémoire par rapport à ce qui a été fait là-dessus. Est-ce que ça répond à ta question? Parfait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments de métrique qu'on veut avoir pour se dire est-ce qu'un code est clean? Ça, alors concrètement, si je devais parler de moi-même, concrètement, ce serait pas plus d'un nesting, 10 lignes maximum par méthode et, et des noms clairs. Ce serait trois métriques principales pour se dire, ok, si jamais j'ai 11 lignes dans une méthode, c'est pas clean. Si jamais j'ai deux nestings dans une méthode, c'est pas clean. Pas de switch, pas de else. Voilà, concrètement, ce sont des règles que moi je trouve importantes. Ensuite, voilà, j'ai pas la connaissance absolue là-dessus. J'ai mon expérience et puis mon ressenti par rapport à quel moment est-ce que j'ai envie de juste simplement de régurgiter quand je vois un code ou à quel moment est-ce que ça me va. Mais par contre, si jamais on regarde Uncle Bob, bah lui, il va être beaucoup plus strict que moi, par exemple. Uncle Bob, du coup, qui a fait les conférences clean code, où il va dire, ok, 5 lignes dans une méthode, c'est le maximum possible. Si jamais il y a plus que ça, c'est pas possible. Si jamais il y a plus de 4 paramètres dans une fonction, c'est mort aussi. Non, il avait dit plus de 2 paramètres, je crois, dans une fonction, c'est mort. Là où moi, je me dis 4 paramètres, ça passe concrètement. Même si je pense qu'à partir du moment où il y a 4 paramètres, ils sont peut-être tellement importants, tellement liés entre eux que ce serait pas mal de créer un modèle ou une classe pour les regrouper. Mais c'est aussi une question de, en tant que communauté, équipe, qu'est-ce qui convient à tout le monde? Si je suis le seul à dire tiens, les switches c'est pas bon là-dedans, bon moi je vais pas en mettre, je vais quand même taquiner les gens dans les PR parce que mettez-les pas s'il vous plaît, mais en soi, à partir du moment où le code dans sa globalité reste quelque chose qui ne tape sur la santé mentale de personne, on va dire, on peut dire qu'on arrive à un consensus qui est ok. Le but c'est, est-ce que l'équipe s'y retrouve facilement? Est-ce que l'équipe arrive à présenter le code facilement? Est-ce que l'équipe arrive à inclure de nouvelles personnes rapidement? Est-ce que l'équipe n'est pas démotivée? Et je parle pas forcément d'être motivé, si tu veux, voilà, ouais, j'ai envie d'aller coder et tout. Il y a des jours où il n'y a pas concrètement, mais le fait de pas tous les jours y aller à reculons en se disant non, j'ai pas envie d'aller dans le code, ça m'emmerde. Le but c'est de trouver un consensus où l'équipe se dit c'est au moins ok tiers, c'est au moins pas démoralisant d'aller dans le code. Je sais pas si ça répond à ta question. Eh bien écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Des pertes de performance. Alors, est-ce que j'ai eu des pertes de performance? Tu veux dire quoi en tant que développeur? Ouais. Mhm. Ah, méga intéressant. Ok. Est-ce que je vais avoir des pertes de performance au niveau processus, processus projet? Alors le but c'est que non. Et ensuite, ça, encore une fois, alors moi non concrètement, voilà, alors, je m'arrange pour pas avoir une performance éclatée derrière, parce que ça me semble important, surtout que dernièrement j'ai fait beaucoup d'API et donc dans les API il y a aussi des temps de réponse. Mais la question c'est aussi est-ce qu'il y a besoin de performance? Concrètement, je peux entendre que si jamais on fait un projet en C++ qui est justement fait en C++ parce que c'est plus rapide que d'autres langages et qui doit traiter des données très rapidement et tout le bordel, et qu'il y a un endroit peut-être où le code sera moins clean parce que le fait qu'il soit codé comme ça, on a une meilleure perf, on a une meilleure perf de le faire comme ça, ok, mais si jamais c'est tout le code qui est comme ça, il y a peut-être un problème ailleurs concrètement. Si jamais il y a un passage où c'est mieux de le faire comme ça pour la perf, bah, ce passage-là il peut peut-être être condensé dans une méthode. Voilà, une méthode où il y a un truc très bas niveau, très perf, mais illisible concrètement, mais c'est mis dans une méthode tranquillement à part. Si jamais c'est partout comme ça, il y a un problème. Donc, moi, j'ai jamais eu ce problème de performance parce que j'ai eu la chance de ne pas tomber sur des trucs qui me forçaient à faire un code vraiment très très moche pour être performant. Dans des langages, j'imagine que c'est possible, mais c'est pas parce qu'il y a un bout de code qui doit être fait comme ça pour la performance que tout le code doit l'être. Ouais, pour synthétiser, moi ça n'est pas arrivé, et si ça arrive, ça doit rester centralisé, condensé à un endroit précis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoutez, je vous remercie pour vos questions. Oui, vas-y. Ah, c'est une très bonne question, ça. Oh, merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai des outils à conseiller? En effet, oui. Alors, je vais parler pour le C#. Je ne sais pas si ça existe pour d'autres langages, là, pour le coup. Mais par exemple, il va y avoir SonarCube. SonarCube qui est voilà, un outil qui est non seulement très intéressant, qui va pouvoir vérifier
la complexité d'une méthode en plus. Donc c'est-à-dire que, voilà, tu parlais des métriques tout à l'heure, SonarCube en expose directement en disant, bah voilà, un nesting, c'est 1 de complexité, 2 de nesting, c'est 1 de complexité du premier nesting, plus 2 de complexité pour le prochain nesting. Donc du coup, chaque nesting interne va rajouter de la complexité, et voilà, le nombre de lignes, au bout de X lignes, ça va rajouter plus de complexité, bref. Et cette complexité-là, on va se dire, bah, voilà, ok, super, on a un chiffre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bah, SonarCube, par défaut, va dire 15 de complexité, c'est le maximum pour une fonction. Par contre, si jamais en tant qu'équipe, on peut se dire, bah non, nous on veut mettre que 5 de complexité, ou on veut mettre plus concrètement, bah, c'est quelque chose qui est ajustable. Donc du coup, l'outil permet d'avoir des outils de base concrètement avec des configurations de base, en plus de gérer des quality gates pour se dire, ok, est-ce que le nouveau code implémente bien ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a bien X% de code corrigé par rapport à ça? Donc voilà, l'outil permet justement d'avoir un code beaucoup plus clean et de pouvoir avoir un contrôle du code source par rapport à ça. Et il va aussi, alors là on va sortir un petit peu chez du clean code en direct, mais qui peut avoir l'intérêt pour le faire concrètement. SonarCube va pouvoir gérer aussi le coverage des DTU. Alors le coverage, concrètement, on se dit, voilà, je vais mettre X% de TU sur le code. C'est à la fois une métrique un peu éclatée parce que le fait que le code soit coverage à X%, c'est pas forcément ce qui veut dire que les TU sont bien faits, mais c'est la seule métrique à peu près qu'on a en TU aujourd'hui, donc c'est intéressant de l'avoir. Par contre, ce qu'on peut rajouter à cette métrique-là, ça va être par exemple un striker, striker qui va être un outil qui va dire, ok, moi ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ton code et je vais relancer tes TU. Quand j'ai modifié ton code, donc il doit y avoir un TU qui pète. Si aucun TU ne pète, ça veut dire qu'il manque quelque chose d'important. Alors quand il dit qu'il va modifier le code, ça veut dire que par exemple, j'ai une condition, est-ce que x égale y, et bah tiens, je vais dire, tiens, si x est différent d'y. Et là, du coup, si jamais il n'y a aucun TU qui pète, ça veut dire que j'ai aucun TU qui va vérifier que cette condition est respectée. Pareil, des fois, on va envoyer un string quelque part, et ben, il va dire, tiens, au lieu d'envoyer un string, je vais envoyer string.empty. Est-ce que j'ai un TU qui pète? Et du coup, ça permet de pouvoir justement regérer ces TU et puis être sûr d'avoir des TU assez carrés, et ce qui peut du coup offrir pour le legacy pas trop bon, parce qu'encore une fois, comme tu l'évoquais, le legacy va pas souvent avoir de TU. Si jamais au moins on a des TU si on a du TU concrètement, on peut plus sereinement clean code parce que le TU va pouvoir nous dire oui, tu as bien clean code ou le comportement de ta méthode reste le même. Donc on a encore plus de sérénité. Vraiment, faire du clean code avec des TU qui sont déjà faits, ça c'est vraiment le gold absolu. On est d'accord que dans les vieux programmes legacy, il n'y en a pas tout le temps, donc du coup il faut prendre plus de précautions. Et un SonarCube permettra déjà d'avoir une première lecture pour s'aider à ça. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie du coup. Bah déjà, merci pour les questions. Merci beaucoup pour la pertinence de vos questions et puis